Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Compétences interculturelles. Compétences interculturelles, collection dirigée par Altaïa Manso. Compétences interculturelles est une collection destinée à présenter les travaux théoriques, empiriques et pratiques des chercheurs scientifiques et des acteurs sociaux qui ont pour but d'identifier, de modéliser et de valoriser les ressources et les compétences interculturelles des populations et des institutions confrontées à la multiplicité des référents socioculturels et au contact des différentes cultures. Les compétences interculturelles se révèlent capitales, notamment dans le double effort d'intégration positive des personnes issues de migration, qui doivent à tout le moins se positionner à la fois par rapport à la société d'accueil et par rapport au milieu d'origine, eux-mêmes en constante transformation. Les travailleurs sociaux au sens large, les enseignants, d'autres intervenants, mais également les décideurs chargés des politiques d'accueil et d'intégration des migrants et des minorités culturelles, sont concernés par ce type de compétences professionnelles pour mener à destination de ces publics des actions de développement social et pédagogique efficaces. Même si l'objectif de la présente collection est prioritairement de faire connaître les travaux de l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations, IRFAM, et de ses nombreux partenaires internationaux, cet espace d'expression est ouvert aux équipes pluridisciplinaires qui souhaitent contribuer à l'approfondissement des savoirs et des savoir-faire en matière de développement interculturel. Déjà paru. Brigitte Tison, dire « Regard croisé sur des prises en charge de familles africaines en France et en Afrique, 2014. Andrea Gersnerova, Temps de crise et vie associative, migrants de l'Afrique subsaharienne et des Balkans en Europe, 2014. Brigitte Tison, Identité, code et valeurs en Chine, 2013. Katerina Seraïdari, La ville, la nation et l'immigré. Rapport entre Grecs et Turcs à Bruxelles, 2012. Du même auteur. Comprendre la culture chinoise, Lyon, Chronique sociale, 2014. L'hindouisme, Paris l'Harmattan, 2013. Identité, code et valeurs en Chine, Paris l'Harmattan, 2013. L'entretien psychologique, Lyon, Chronique sociale, 2013. Enfants, adolescents maltraités-maltraitants, Lyon, Chronique sociale, 2011. Des Indiennes en Europe, Paris l'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2008. Partir en humanitaire, Lyon, Chronique sociale, 2008. Comprendre la culture hindoue, Lyon, Chronique sociale, 2005. Sud-Vietnam 1973, un pays, des enfants et la guerre, Saint-Cyr-sur-Loire, Acetonne 2005. L'hindouisme, Mémorial de Caen 2003. Sous sa direction. La prise en charge des familles africaines en France et en Afrique, Paris l'Harmattan 2014. Prise en charge psychothérapeutique face aux cultures venues d'ailleurs, Paris, Masson Elzévir 2013. Pratique psychologique, enjeux éthiques et déontologiques, Lyon, Chronique sociale 2012. Les professionnels face à l'enfance en danger, Paris, Masson Elzévir 2010, Col. P. Cosselin. Soins et culture, Paris, Masson Elzévir 2007, Col Hélène Hervé Désira. Contribution. Des jeunes à l'exclusion, Soudir. Arouag, H. Cellier, Paris l'Harmattan 2013, pp 179 à 199. La mort, Paris, Soudir. Ph. Baudin, L'Atelier, collection Ce qu'en disent les religions, 2001, pp 99 à 125. La prière, Paris, Soudir. E. Martini, L'Atelier, collection Ce qu'en disent les religions, 2001, pp 91 à 113. Regard sur l'Indochine, Vietnam 1973, Mission TDH, Harry, Paris, Corléa 2004, pp 271 à 281. Ces jeunes qui désertent l'école, Soudir. P. Cosselin, Paris, CIDES 2006, pp 133 à 160. Liste des auteurs. A. Enfant adopté en 1973, Centre TDH France, Vietnam vit en France. Blondiot, Frédéric, psychologue à l'AS des Hauts-de-Seine, 92. Cosselin, Pierre, professeur émérite en psychologie sociale à Paris 5, R. Descartes, chercheur associé au laboratoire PCPP, psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse de l'Institut de psychologie. Guette, Marie-Claude, thérapeute familiale et de couple, Conseil général de Haute-Vienne, pôle Solidarité Enfance, Prévention, Protection de l'enfance. Guilmelchin, Frédéric,
avocate au barreau de Paris. Lassus, Pierre, spécialiste de l'enfance maltraitée, auteur de nombreux ouvrages. Melo, AC2, professeur en psychologie à São Paulo, Brésil, psychologue, mère d'une enfant adoptée au Brésil. Targa, Alain, pédopsychiatre au CHS de Clermont-de-Loise, enseignant à la faculté de médecine d'Amiens, 80. Tison, Brigitte, co-directeur d'Indu à la faculté de médecine d'Amiens, DIR, de séminaire au Sauchoir, ancien directeur du centre TDH France au Vietnam. De Truchy, Anne, pédiatre à l'hôpital du Vésinet, DIR, de la consultation Adoptants adoptés de Versailles, 78. Remerciements. Je tiens à remercier les auteurs qui ont bien voulu honorer de leur expérience et de leur réflexion le thème de ce livre sur l'adoption à l'international en France. Que soit remercié Monsieur Pierre Lassus qui a pendant longtemps coordonné la revue Vue d'enfance, dont il était le directeur, et qui avait accepté que je sois membre du comité de rédaction de cette même revue, auteur de nombreux ouvrages. Madame Frédérique Guimelchin. Madame Anne de Truchy, ma nièce. Je tiens également à remercier très vivement A. s'étant reconnu sur une des photographies que j'ai publiées dans un livre intitulé « 1973, un pays, des enfants et la guerre », édition Sutton. Elle m'a demandé si l'on pouvait se rencontrer à Paris. Ce fut chose faite, au moment du Nouvel An vietnamien, à la fête du thé 2006. Elle vint avec plusieurs autres enfants adoptés pendant mon séjour à Saïgon comme directeur d'un centre TDH, 1973. Elle a eu la délicatesse de m'envoyer de nombreux articles en anglais ou en français sur les problèmes que pouvaient rencontrer les adoptés, et elle me donne régulièrement, avec beaucoup de gentillesse, des nouvelles. Je tiens à remercier tout aussi vivement Monsieur Pierre Cosselin, Paris 5, avec lequel nous avons déjà pu publier plusieurs ouvrages. Monsieur Frédéric Blondiot, Madame Marie-Claude Guette, présidente en outre, de la Commission nationale d'éthique et de déontologie des psychologues, commission dont j'étais membre. Elle nous fait la gentillesse d'accepter de participer à l'écriture de ce livre, connaissant bien la question. Monsieur Alain Targa, avec lequel nous avons travaillé quelques années et avec lequel nous avons déjà publié à plusieurs reprises. Pour clore, je tiens aussi à remercier Monsieur Altaï Manceau, directeur de collection à l'Harmattan, qui nous fait confiance et qui, avec son diagnostic avisé, nous donne toujours de précieux conseils. L'équipe de l'Harmattan, Madame Virginie Hureau et tous ceux et celles qui concourent à la publication de nos livres, sans oublier les directeurs Messieurs Prienne. Avertissement. Chaque auteur qui a participé à l'élaboration de ce livre a écrit à partir de son expérience et de sa propre réflexion sur le sujet. Chaque chapitre conserve donc, en soi, une certaine autonomie. Même si le fil conducteur des textes, ici rassemblés, a été de suivre une certaine progression dans l'adoption, son histoire, ses problématiques, ses acteurs, professionnels, adoptants, adoptés, les pathologies, et d'établir une complémentarité dans la participation des professionnels. Nous espérons que cet ouvrage sur l'adoption apportera un complément d'information, un nouvel éclairage tout comme un intérêt pour ces enfants venus d'ailleurs, adoptés par des familles françaises pour le meilleur. J'ai souvent dit que même les bébés ont besoin d'une histoire, et d'une histoire qui ne soit pas seulement médicale, génétique ou biologique, mais qui soit aussi et peut-être surtout relationnelle. Seule cette histoire relationnelle leur permet en effet de s'inscrire dans leur double filiation, maternelle et paternelle, et de pouvoir mettre en œuvre leur processus d'affiliation, filiation et affiliation se trouvant mutuellement dans un rapport dynamique dialectique sur lequel insistait beaucoup un auteur comme S. Lebovici. La filiation permet l'affiliation, et l'affiliation permet l'inscription dans l'affiliation. L'accompagnement de la recherche des origines, revue Enfance Psy, du 19-9-2013, page 149. Bernard Gols. Pédopsychiatre, psychanalyste, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker Enfants Malades, Paris, et professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université R. Descartes, Paris 5. Préface, témoignage de A, né au Vietnam en 1972. Remède à la MELANCOLIE. Hier j'écoutais une émission intitulée « Remède à la mélancolie », où justement l'auteur et psychanalyste Michel Schneider parlait de la mélancolie, de ce sentiment si difficile à décrire.
Après avoir écouté cette émission, j'ai eu l'idée d'écrire ce texte. Je me suis demandé si j'étais né au bon endroit, dans le bon corps ou inversement si j'avais grandi au mauvais endroit, en ayant le sentiment que j'étais dans un mauvais rôle. Le vide que laisse l'adoption, le déracinement, ne rien savoir sur son passé, sur soi, sur ses origines, d'être coupé, de ses proches, de sa culture, de sa famille, prête parfois à confusion, difficile de s'y retrouver. De savoir qui on est, d'où l'on vient et savoir quelle direction prendre. Cet été, je suis retournée pour la 4e fois en Asie, et paradoxalement ce voyage me fait grand bien car je me retrouve en étant en lien avec ma culture, même si je ne suis pas née au Japon. Je m'y sens bien, un peu chez moi, et d'un autre côté je me pose souvent des questions en étant là-bas. Suis-je chez moi? Où est ma maison? Sommes-nous la somme de toutes ces erreurs ou ces anomalies et de toutes nos expériences, bonnes et mauvaises? Qui fait notre bonheur? Les autres ou nous-mêmes? Quelle emprise peut-on avoir sur nos vies? Il faut parfois du temps pour accepter les choses, et le fait que l'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Beaucoup d'interrogations, et pourtant ces voyages en Asie m'aident à avancer, et à me retrouver un peu plus jour après jour. Parce qu'il faut aussi laisser passer le temps. Sans pour autant être fataliste ou passif. Mais être lucide dans la mesure du possible, même si ce n'est pas facile. La lucidité peut aussi nous aider à changer les choses et à avancer. Ces voyages changent beaucoup de choses en moi, dans ma vie, dans ma relation avec les autres et la façon de voir les choses, les autres, mon passé et la façon de vivre le présent. De chaque voyage naît l'espoir d'une naissance. Introduction. Le professeur M. Soulet, pédopsychiatre, avait pu dire lors d'un entretien à la revue Autrement, « L'adoption a toujours fait progresser la société. Elle a été le fer de lance qui a fait comprendre que les liens entre parents et enfants n'étaient pas de droit divin, et que les liens de sang n'étaient pas les seuls possibles. » 1998, numéro 96. Depuis, la société se pose toujours des questions sur l'adoption, sur la transmission. Elle a même ajouté plus récemment la question de la filiation. Le sujet est ainsi devenu sensible à propos de l'adoption par des couples homosexuels. Il nous semblait intéressant d'aborder cette problématique en tant qu'ancien directeur d'un centre d'accueil d'enfants victimes de guerre et destinés à l'adoption, TDH France à Saigon, Vietnam. Si beaucoup de parents adoptifs ont pu témoigner, de psychologues, de pédopsychiatres travailler la clinique des enfants abandonnés et adoptés et s'emparer de cette problématique, peu de directeurs ont pris la parole ou écrit sur le sujet. Nous proposons donc notre modeste contribution à laquelle quelques autres personnes expérimentées se sont jointes. Notre intérêt se porte donc vers l'adoption à l'international en France. Après avoir donné quelques repères chronologiques de l'adoption, nous ferons un point sur l'adoption à l'international en France qui dure depuis plus de 50 ans déjà. En effet, l'adoption à l'étranger était quasi inexistante et peu recommandée avant la Deuxième Grande Guerre, 1939 à 1945. Cette guerre a accéléré la mondialisation avec les déplacements à travers toute la planète de soldats, et a entraîné de ce fait d'autres conséquences. Les soldats américains et non-américains ont séjourné, vécu sur les lieux des conflits parfois pendant plus d'une année. Des unions éphémères ont pu se créer et des enfants naître. Bébés illégitimes, bébés le plus souvent abandonnés dans des orphelinats dès les années 1950. Il n'y avait pas encore de contraception généralisée. Les Américains qui vont participer à la guerre en Corée, puis à celle du Vietnam seront parmi les premiers à se préoccuper de ces enfants laissés pour compte par leurs troupes. Un fort désir d'adoption va naître aux États-Unis qui va se généraliser à travers tous les pays de l'axe Nord, pays considérés comme consommateurs et dominants. L'aventure de l'adoption à l'international démarre. Elle se poursuit encore aujourd'hui en 2015. La France va investir l'adoption à l'international. En effet, les procédures d'adoption en France sont si longues que les adoptants vont vite leur préférer ce type d'adoption. Dès 1970, l'association Terre des Hommes, fondée par Kaiser et basée en Suisse, vient en aide aux enfants victimes de guerre. Kaiser, lui-même, a vécu la Deuxième Grande Guerre, il en est un rescapé et connaît le prix de la vie. Plusieurs centres Terre des Hommes vont être ouverts dans différents lieux du globe là où ont lieu les guerres. Algérie, Vietnam, Corée.
Le phénomène des adoptions atteindra un record au tournant des années 2005. 4000 adoptions à l'international, seulement pour la France. À présent, le rythme a fortement ralenti. Il n'est plus que de 1200 enfants adoptés à l'international en France en 2012, à peine 500 en 2014. Non que les conflits aient disparu. Ils existent malheureusement toujours. Mais ils occupent beaucoup de territoires où l'adoption est interdite. En terre d'islam, on se reportera ci-dessous au chapitre 2. Par ailleurs, la Convention de La Haye a fait des pays eux-mêmes les prioritaires dans l'adoption, comme le Brésil. Enfin, le mariage pour tous, avec à la clé la possibilité d'adopter des enfants par des couples homosexuels, ont poussé certains pays comme la Russie à refermer leurs frontières et donc à interdire toute adoption vers les pays considérés comme ultralibéraux. Dans un premier chapitre, nous rappellerons brièvement quelques généralités sur l'histoire de l'adoption à travers le temps, en particulier en France. Puis, dans un deuxième chapitre, nous interrogerons les conditions de l'enfant abandonné dans différentes aires culturelles. En effet, les enfants adoptés viennent de pays où la culture et la religion diffèrent. Mais l'on peut s'interroger sur ces cultures qui ont leur mode de fonctionnement concernant l'adoption. Pourquoi laissent-elles partir leurs enfants loin ? Est-ce possible dans toutes les cultures ? Au troisième chapitre, nous ferons le point sur les découvertes dans le domaine non seulement de la santé, mais de la pédiatrie. Les nouvelles théories qui étayent le développement de l'enfant, comme la théorie de l'attachement de J. Bowlby, l'évolution de la société qui l'impacte, de l'enfance à l'adolescence. Quelles sont les causes de l'abandon qui transforment l'enfant en enfant délaissé, en enfant de la honte, en enfant oublié, en enfant né sous X, et pour qui l'adoption sera peut-être la réponse ? Au quatrième chapitre, nous re-questionnerons le don de vie qui peut entraîner la dette de vie, le poids du secret qui, comme a pu le dire très justement P. Verdier, lors d'un colloque sur les maltraitances, Nantes, 2004, sur le secret d'origine des pupilles de l'État. Le secret est pour la mère qui le porte comme pour l'enfant qui le cherche un poids et un remords. Le non-dit pèse plus lourd que le dit. Au cinquième chapitre, M. P. Cosselin introduit l'adoption et les questions qu'elle sous-tend, dette, don, filiation. Dans les chapitres qui suivent, chaque auteur, en fonction de ses compétences, reprend un des aspects de l'adoption. Ainsi, au sixième chapitre, Madame F. Guimelchin apporte son analyse de juriste à la question filiation, affiliation. Elle donne quelques définitions et clarifie ainsi la démarche de l'adoption au regard de la loi. Madame M.C. Guette, ensuite, au chapitre 7 présente le parcours de l'adoptant, véritable parcours du combattant. M.F. Blondiot développe, de manière très sensible, le malentendu qui s'opère dans la rencontre adoptante-adoptée au chapitre 8. Au chapitre 9 et 10, Madame A. de Truchy, directeur d'un centre de consultation pour adoptants et adoptés, fait part de son expérience de médecin en l'illustrant par de nombreux exemples tirés de sa clinique. Puis, elle présente la consultation qu'elle dirige à Versailles et évoque l'adoption en urgence pour les enfants rescapés du séisme en Haïti à laquelle elle a dû participer. L'enfant adopté, l'adolescent adopté peuvent rencontrer quelques difficultés dans leur développement et présenter des troubles psychiques, psychologiques. Emma Targa, fort de son expérience de pédopsychiatre, nous fait part de ses réflexions sur ces problèmes en apportant son expérience de clinicien. Enfin, M. P. Lassus livre ses réflexions de directeur d'un centre d'accueil pour enfants placés, souvent à la dérive, enfants abandonnés, adoptés. Pour clore toutes ces approches et expériences de l'adoption, nous en montrerons les limites. Toute situation extrême doit être bannie. L'affaire Finali, même si elle remonte à l'après-guerre, est exemplaire en ce sens et nous avertit des dérives potentielles de l'adoption envers et contre tout et tous. L'adoption est une affaire sérieuse et ne peut se faire à n'importe quel prix. L'abandon d'enfants en bas âge a toujours existé. On trouve aujourd'hui encore, même en France, un enfant déposé sur un banc de métro ou dans une poubelle. Même si, dans nos sociétés, l'enfant est considéré comme le prolongement du couple et qu'un tel événement y est devenu dans les dernières années quelque chose d'impensable, voire d'insupportable. Il y a toujours des mères qui se trouvent piégées, délai d'interruption volontaire de grossesse dépassé, IVG, pilule du lendemain non prise à temps ou violence subie, viol, inceste, ou encore femmes qui ne peuvent avoir un enfant hors mariage, c'est le cas des femmes au Maghreb. Pendant plusieurs années, l'adoption internationale a fait recette. En effet,
L'adoption en France même était très difficile, les délais, les procédures étaient très longues et surtout, les enfants placés temporairement pouvaient encore espérer retrouver leurs vrais parents de naissance. Dans cette catégorie d'enfants, on peut dire d'enfants délaissés. L'augmentation des laissés pour compte n'a pas baissé, bien au contraire avec la hausse du nombre de familles monoparentales. L'adoption à l'international en France a, quant à elle, fortement chuté depuis les années 2005. Les adoptants sont peut-être devenus plus réalistes et ont peut-être fait le deuil de l'enfant idéal qui n'existe pas. Ils sont aussi devenus plus réticents à accueillir les enfants qu'on leur propose actuellement, qui sont souvent des enfants handicapés physiques mais également des enfants handicapés psychiques. Il y avait eu également l'idée humaniste qui s'était fortement développée aux États-Unis, après-guerre, dans les années 1980, de créer une nouvelle identité multiculturelle dans une société qui recevait des immigrés du monde entier. Les enfants adoptés venus de tous les coins du monde en faisaient partie. L'école de Chicago, bien connue pour sa réflexion anthropologique sur ces questions, a finalement reconnu que ce n'était pas encore le moment. Les différents groupes ethniques étant davantage à la recherche de leurs racines culturelles, religieuses, que prêts à construire cette nouvelle identité. Nous allons donc faire un bout de chemin avec ces parents adoptants et ces enfants adoptés, en essayant de ne pas oublier toutes les souffrances vécues par les uns et les autres, en particulier par ces enfants, étoiles errantes comme les désigne C. de Mortier, lui-même enfant adopté. Il a écrit son histoire et l'histoire de ses souffrances dans un livre qui s'intitule « Adopté dans le vide » aux éditions du Sarment, dans la collection Les enfants du fleuve, cité dans Le Matin, journal bruxellois du 9. 04. 2001. 1. Adoption. Quelques repères historiques, l'adoption à l'international en France. Brigitte Tison. Quelques repères historiques. L'adoption n'est pas un phénomène récent. Il a, semble-t-il, toujours existé. À certaines périodes, ce phénomène est très développé, devenant presque une mode, à d'autres périodes, il disparaît presque. En tout cas, on n'en parle plus. Les moyens modernes de l'information sont devenus un levier puissant dans l'histoire de l'adoption, qu'il s'agisse de la radio ou de la télévision. Lors de catastrophes naturelles ou de guerres laissant des enfants orphelins, des gens se proposent d'emblée pour adopter. Ils viennent de voir les images télévisées. Ils craquent et, dans un élan spontané, sont prêts à accueillir un des enfants victimes de ces événements violents. Qui n'a en mémoire les images en direct des enfants des pouponnières en Roumanie, sous le régime de Ceausescu, 1989, les boat people, familles, enfants fuyant le Vietnam et errant dans de petites embarcations sur les mers du Sud-Est asiatique, 1980, ou encore, les enfants rescapés des guerres comme au Biafra, Nigeria, 1960. On peut encore évoquer, plus récemment, les enfants survivants après le séisme en Haïti 2010. La mise en scène d'acteurs, de chanteurs célèbres, auxquels chacun peut s'identifier, qui adoptent, met aussi l'accent sur l'importance des attitudes que l'on peut avoir face à toute détresse. Ainsi, on aura retenu Madonna, Brad Pitt ou encore J. Hallyday. Les individus ont besoin de modèles même dans des actions où l'on pourrait croire que seule, la conscience est à l'œuvre. Cette starisation n'est pas nouvelle. Déjà, avant la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945, l'écrivaine Pearl Buck ou encore la meneuse de revue, Joséphine Baker avaient tout fait pour exprimer leur bienveillance vis-à-vis d'enfants abandonnés en les adoptant. La tribu Arc-en-Ciel, des enfants de tout pays adoptés par Joséphine Baker, fera longtemps parler d'elle, même après la guerre. Preuve à l'appui, on constate donc que l'enfance malheureuse touche chaque individu au plus profond de lui-même. Conte de fées ou farce qui peut tourner au cauchemar, l'affaire très récente de l'Arche de Zoé 2010, où les enfants potentiellement adoptables avaient des parents biologiques qui ne les avaient pas abandonnés, la question de l'adoption peut à tout moment être relancée et toutes les questions tant philosophiques que pratiques reposées. L'abandon et l'adoption au cours des siècles. Dès la plus haute Antiquité, l'abandon et l'adoption existent et des textes en témoignent, 1800 AV. J.C., déjà en Mésopotamie. Puis ce sera Athènes, Rome. Des légendes bien connues se construisent autour de certains enfants. Moïse, sauvé des eaux et de la persécution égyptienne.
La Bible relate que la mère de Moïse déposa l'enfant dans un panier qu'elle plaça sur un radeau, parmi les roseaux du Nil. Elle voulait que son enfant échappât au massacre des nouveau-nés, ordonné par le Pharaon. Tous les premiers-nés seraient massacrés. La fille du Pharaon trouva le panier, et recueillit l'enfant qu'elle élèvera. La sœur aînée de Moïse, témoin de la scène, se proposa comme nourrice auprès de l'enfant. Mais c'est la mère biologique de Moïse qui deviendra sa nourrice. Athéna ne serait pas la fille biologique de Zeus, et lui aurait demandé de l'adopter. Romulus, Rémus, l'un et l'autre, jetés bébés dans le Tibre, seront secourus par une louve. Romulus fondera Rome au prix du sacrifice de son frère jumeau, Rémus. À la période hellénistique, l'abandon sanctionne une naissance illégitime. L'enfant abandonné est exposé afin que mort s'ensuive. C'est ainsi qu'Atalante, déposée dans un endroit où elle doit disparaître, va être nourrie par une ours, puis par des pâtres. À Sparte, les enfants mal formés sont jetés dans un ravin. On peut encore citer la légende de Laïo et de Jocaste. Un oracle engage Laïo qui a épousé la fille de Ménécée, vivante à Thèbes, à ne pas engendrer. Mais un enfant naît de l'union entre Laïo et Jocaste, après une nuit de beuverie. Le père confie l'enfant à un berger pour qu'il l'expose. Mais l'enfant va être recueilli par des bouviers du roi de Corinthe. Il est remis à la reine qui ne peut avoir d'enfant. L'enfant est élevé comme un prince. Un jour, il se décide à quitter les siens et c'est en chemin vers Thèbes que le destin le rattrape. Il croise son père. Comme l'avait prédit l'oracle, il le tue, sans l'avoir reconnu. Puis, arrivé devant Thèbes, résolvant l'énigme du Sphinx, il accède au trône royal et épouse Jocaste, sa mère. À son tour, devenu père, muni de la puissance paternelle, pater potestas, il maudira ses deux fils en les enjoignant à se donner réciproquement la mort. En Grèce, la filiation est patrilinéaire. La mère enfante et c'est le père qui reconnaît l'enfant, le présente au groupe élargi de la famille et l'inscrit à l'état civil. Qu'il soit ou non géniteur, un homme devient père à l'instant où il s'institue tel par un acte volontaire et formel d'investiture. La paternité ne découle pas de la nature, mais elle ne se fonde pas non plus sur le statut du mari de la mère. Le droit grec reconnaît une liberté totale à l'homme dans sa décision. L'enfant est pour le père, pour la lignée, pour la patrie. Sans patrie, sans lignée, sans père, les femmes n'en veulent pas. Pendant la période romaine, l'adoption va s'aligner sur la période précédente. Quand il y a nécessité d'une descendance, les premières formes d'adoption apparaissent et vont être relativement courantes sous les Romains. L'empereur Jules César en personne adoptera un fils. Auguste, né Gaius Octavius. On parle d'adoption dite impériale. Elle n'a pour but que de désigner un successeur à l'empereur. Athénagora se révoltera contre les enfants exposés. C'est tuer un enfant, dira-t-il à l'empereur Marc Aurèle, et d'autres personnalités s'élèveront contre ce genre d'abandon, Sainte Justine. Les adoptés de l'époque sont des adultes, et ils sont adoptés par un adulte qui n'a pas de descendance et à qui il transmet son patrimoine. La filiation est patrilinéaire. L'homme a tout pouvoir, de vie et de mort sur ses enfants et son entourage. La notion de pater familias date de ce moment-là. Quand l'enfant a été rejeté, exilé, il peut revenir en héros. C'est l'exemple déjà cité, de Romulus qui a échappé à la mort à sa naissance. Jusqu'au IVe siècle, les parents ont droit de vie et de mort sur leurs enfants. Ils chargeaient les matrones, en quelque sorte les sages-femmes et aides maternelles de l'époque, de procéder à la disparition du bébé. Celles-ci négligeaient sciemment de lier le cordon ombilical chez les nouveau-nés. À la fin de l'Antiquité, on n'évoque plus le phénomène de l'adoption. Dès les 4e et 5e siècles après Jésus-Christ, des établissements s'ouvrent destinés à recueillir les enfants exposés. Mais il faudra attendre le XIIe siècle pour que des témoignages soient connus. Pendant tout le Moyen Âge, l'adoption continuera d'exister. Elle n'a lieu que pour l'adoptant en état de procréer. Les personnes qui ne peuvent avoir d'enfants sont exclues. L'adopté doit être jeune, en tout cas plus jeune que l'adoptant comme la nature le signifie, un fils est plus jeune que son père. Le Moyen Âge a été une période de grande poussée démographique en même temps que de nombreuses disettes et épidémies, peste, choléra. Les hôtels-dieux vont être ouverts à cette époque,
maisons des pauvres qui sont la préfiguration des centres modernes de santé fondés sur l'assistance, faisant suite en particulier aux guerres de religion. François Ier multipliera le nombre de ces établissements, l'Hôtel-Dieu à Paris à Lyon. Marguerite de Valois, à son tour, fonde les Enfants Rouges, du nom du vêtement qu'ils portaient. Les enfants sont alors alimentés par des nourrices pauvres, qui reçoivent en contrepartie une maigre rémunération. Une fois devenus adultes, ces enfants peuvent faire différents types d'apprentissage. L'hôpital s'enracine dans les principes religieux de l'Église dont la charité chrétienne. Il est chargé de recueillir ceux qui ne sont pas pris en charge dans leur famille, enfants abandonnés, infirmes, vieillards, pauvres, militaires et pèlerins. Les populations sont sous l'autorité de l'Église, et le taux de natalité en est une conséquence directe. L'injonction est donnée par les prêtres à leurs fidèles de se multiplier, comme il est dit dans les Écritures, « Soyez féconds, multipliez-vous » Genèse, livre 1, Bible de Jérusalem. L'enfant est le fruit de la volonté divine. Celle-ci sanctifie les produits de la sexualité, issus des liens du mariage. Engendré en dehors de ce lien, est considéré comme un péché et désavoué. La mère séduite aura le choix entre abandonner son enfant ou le garder. L'enfant trouvé, l'enfant bâtard, est alors vu comme l'enfant du vice, du péché. Le regard de l'autre va désormais peser sur la fille-mère, et ce poids de culpabilité demeurera jusqu'aux années 1960. L'adoption sera interdite. La féodalité va profondément marquer l'opinion de l'époque en ancrant l'idée de droit du sang et conduire à l'idée de l'inégalité des classes sociales. Nous sommes dans la longue tradition patriarcale qui est intégrée par la tradition chrétienne. Le patronyme se transmet après le mariage en lignée paternelle. Dès le début du XVIIe siècle, un programme d'assistance est mis en place par saint Vincent de Paul, 1581-1660. Les choses commencent à changer. Saint Vincent de Paul va organiser un système d'aide, le premier programme en quelque sorte d'assistance, qui conduira bien des siècles plus tard à la constitution de l'assistance publique. Il faut attendre la fin de ce siècle pour que l'on reparle de l'adoption. La tradition républicaine va s'affirmer en totale rupture avec la tradition ségrégationniste, inégalité des classes sociales. Avec la Révolution française de 1789, le roi a été décapité. Il s'agit d'un meurtre symbolique du représentant du droit du sang dit de droit divin. En 1656, l'assistance publique est fondée. L'hôpital général détient tout pouvoir d'autorité, de direction, d'administration, de commerce, de police. Les modifications de ce décret n'auront lieu qu'en 1984. Une direction des nourrices est mise en place à Paris dès 1769. Un lien entre famille et nourrice est assuré par un lieutenant de police. En 1793, les hospices dépositaires seront créés dans chaque département. Les hôtels-dieux vont se remplir. Pour maintenir un certain ordre et la sécurité dans les villes, les gouvernants imposent le grand renfermement qui sera adouci par l'idée de bienfaisance que développent quelque temps plus tard les philosophes des Lumières. Pendant ce siècle, le XVIIIe siècle, Rousseau expose longuement ses idées humanistes. Ce qui ne l'empêchera pas d'abandonner ses propres enfants autour, petit tourniquet où l'on plaçait les enfants qu'on abandonnait. D'Alembert parle de faute des parents, de culpabilité de l'illégitimité, lui-même a été adopté par Madame de Tenant. En 1811, un décret impérial règle la machine administrative. Pendant toutes ces périodes, on aura pu constater que l'adoption est au service des hommes et des riches. Ces derniers légitiment leurs enfants illégitimes. Les familles pauvres, elles, n'ont pas le choix et déposent les enfants nés d'une union hors mariage dans les ouvroirs. L'enfant illégitime est frappé d'immoralité. Il est rejeté, exclu car il est considéré comme le porteur des fautes de sa mère. La mère n'a pas sa place dans l'adoption. Elle ne reconnaît pas, n'adopte pas, ne désavoue pas. Ses enfants sont les siens. Elle les a portés dans son ventre, mais c'est le père qui garde tous les droits. Vers 1851, des idées plus égalitaires apparaissent aux États-Unis. Les colons recueillaient des enfants sans foyer qui les aidaient dans les fermes. L'adoption devient dès lors un acte de bienfaisance. Le tournant dans l'adoption se fera après les deux grandes guerres mondiales, 1914 à 1918 et 1939 à 1945. Les grandes guerres au XXe siècle vont modifier le regard porté sur l'abandon et l'adoption.
La première grande guerre où des milliers de soldats vont perdre la vie poussera les familles à recueillir des enfants nés hors mariage pour remplacer les disparus. Les enfants abandonnés, les orphelins de guerre ou de naissance vont être déclarés pupilles d'État, 1904. Au cours du siècle, le tour où l'on déposait les enfants qu'on souhaitait abandonner est supprimé. Un dépôt recevra les enfants qui pourront être amenés à toute heure du jour et de la nuit. Puis, des agences de placement lui succéderont. Encore au début du XXe siècle, la transmission des ressources tirées du patrimoine familial ne se fait que par le droit du sol. Mais des philosophies et de nouvelles idées circulent. Le marxisme va montrer le poids des origines sociales dans les systèmes prétendument égalitaires. La psychanalyse montrera à son tour le poids des traumatismes et des cadres de pensée, hérités des contextes sociaux et culturels des parents. L'Office public d'hygiène sociale, OPHS, les services de protection maternelle et infantile, les recherches en pédiatrie, la puériculture, la médecine scolaire sont mises en place. Les enfants déposés dans les agences peuvent l'être dorénavant pour un temps limité. La société se donne le droit de regard et de partage avec les parents, de la responsabilité de l'enfant. De nombreux abus vont conduire à nouveau à de nouvelles réorganisations. Dans les années 1960, on comptera en effet jusqu'à 800 000 enfants recueillis. L'adoption à l'international en France. Il s'agit d'abord d'une adoption, lien de filiation créé par décision de justice entre un adoptant et un adopté. Ensuite, l'adoption est réalisée entre deux pays quand les parents adoptants habitent un pays différent de celui de l'adopté. Elle peut inclure la variable couleur de peau et être qualifiée d'adoption interraciale. L'adoption internationale constitue à sa façon une forme de migration singulière. On estime à plus de 500 000 les enfants qui auraient été adoptés depuis les années 1950, Dénecher, page 15. Dans le cadre d'une adoption, il existe de nombreux intermédiaires qui participent à ce mouvement. Associations qui organisent la rencontre entre l'offre et la demande, établissements qui prennent en charge les enfants dans les pays, orphelinats ou associations comme Terre des Hommes, services administratifs, sociaux, judiciaires qui interviennent dans le processus d'adoption, de la sélection, des candidats jusqu'au jugement qui clôt la procédure et qui peut durer de longs mois voire des années. Les cadres précis de l'adoption vont être définis à travers la Convention des droits de l'enfant, 1989, et la Convention en matière d'adoption internationale de La Haye, 1993. En France, dès 1923, la loi précise qu'il s'agit de donner une famille à un enfant et non plus un enfant à une famille qui n'en a pas comme héritier, ce qui existait comme on l'a rappelé auparavant. Le Code civil de 1804 organisait l'adoption en fonction des adultes dans la droite ligne de la loi romaine. Entre-temps, il n'existait que des dons d'enfants. À partir de cette loi de 1923, l'adoption des mineurs est autorisée. L'adoption internationale est en revanche l'exception. En 1966, une distinction va être établie entre l'adoption simple et l'adoption plénière, supprimant tout lien entre l'enfant et sa famille d'origine. Cela constitue une particularité à la française. Dès 1976, les familles ayant déjà des enfants pourront adopter. Depuis, la France se place en tête des pays adoptants avec les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. L'adoption peut ainsi être considérée comme un phénomène social total, selon l'expression du sociologue M. Mauss, phénomène qu'il définit comme une activité qui lie l'individu et le social et qui a des implications dans toutes les sphères de la société aussi bien politiques, économiques, religieuses que relationnelles ou historiques. En effet, les adoptants sont issus de tous les milieux sociaux, citadins ou ruraux, toutes les professions sont représentées. L'adoption à l'international, de plus, nécessite des accords établis entre les pays d'adoption et les pays d'enfants adoptés. Autrement dit, cela concerne aussi bien les politiques des pays, les idéologies, normes et valeurs des sociétés que les religions. L'islam interdit toute forme d'adoption. Effet des deux grandes guerres. L'adoption a donc pour but de donner une famille à un enfant. D'après l'art. 345 de la loi de 1923, un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption n'entraîne pas pour l'adopté de changement de nationalité. Des enfants des colonies ont pu être adoptés par des Français et ramenés en France.
Au début du siècle, A. David Néel, 1868 à 1969, célèbre pour ses voyages vers le Tibet, adopte Afer Yugden âgé de 15 ans, 1929, qui l'accompagne dans ses pérégrinations. H. Rollet, 1860 à 1934, fonde l'Association de la protection de l'enfance. Il est alors le président de l'Union internationale des juges pour enfants. En 1924, le Service social international, SSI, est créé à son tour. L'organisme a un rôle consultatif auprès de la Société des Nations Unies, SDN. Le Service social d'aide aux émigrants, SSAE, branche du SSI, est créé en 1926. Il est chargé des candidats à l'émigration, également des enfants isolés. Pendant la guerre d'Espagne 1936 à 1939, la France accueille nombre d'enfants réfugiés du pays, Archives d'Anjou numéro 5, 2001, pp 148 à 163 des Neuchères. Dès 1939, la loi dans le Code de la famille consacre la rupture des liens dans l'adoption ordinaire avec la famille d'origine, décision du tribunal. Le statut moderne de l'adopté naît avec cette loi, qui sera complétée par des textes publiés en 1941 et 1943, allant dans le sens d'une assimilation de l'enfant adopté à l'enfant légitime. Les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés sont déclarés pupilles de l'État en 1943, sous la tutelle de l'assistance à l'enfance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines d'enfants sont nés de viols ou d'amours illicites lors des invasions, des occupations ou des captivités et sont laissés pour compte. Ainsi, on a pu estimer à plusieurs dizaines de milliers les enfants nés d'unions entre femmes françaises et soldats allemands, occupant le pays entre les années 1940 à 1944, Virgilie, Notre ennemi, 2009, Payot. De même que de nombreux enfants naîtront d'unions entre femmes allemandes et soldats français d'occupation, juste après la guerre. Cela représentera le premier mouvement international d'adoption. La politique française après 1945. Elle aura comme objectif de garder tous les enfants, même ceux nés de pères américains basés en France. L'adoption des enfants des soldats français d'occupation, en Allemagne, seront admis en pouponnière. Une pouponnière située en Forêt-Noire, près des frontières, à Nordrac, sera ouverte par la Croix-Rouge. Les premières discussions vont avoir lieu sur l'adoption, Conseil de l'Europe, Organisation des Nations Unies, ONU, et en 1957 et en 1960, les grands principes de l'adoption sont définis. La Convention de La Haye, 1964, sur l'adoption internationale entre en vigueur dès 1968. Jusque dans les années 1970, il n'existera pas de cadre juridique pour l'adoption internationale. Le gouvernement déconseille l'adoption d'enfants à l'étranger. Comme on l'a rappelé des auteurs vont parler de l'adoption de leurs enfants à l'étranger. La médiatisation aura des répercussions immédiates. Adopter un enfant à l'étranger devient dès lors, comme un idéal, un but en soi. Dans les années 1972, les réflexions de la société sur le tiers-monde qu'il faut aider, la solidarité déclenchée par les catastrophes naturelles contribue à ce que l'adoption d'un enfant étranger trouve une réponse positive de la part du politique. Pour adopter un enfant à l'étranger, jusque-là, il s'agissait de démarches individuelles et d'un parcours du combattant. L'aide de congrégations religieuses va faciliter les procédures. Ainsi, les Sœurs de Cluny en Inde, les Sœurs de la Providence au Cambodge, les Sœurs de Saint-Vincent de Paul au Vietnam, celles du Bon Pasteur d'Angers au Sri Lanka deviennent des relais. De nouvelles associations se créent ici ou là. Kaiser en Suisse, 1914 à 2000, Critères des hommes à Lausanne, TDH, mouvement de combat et d'intervention immédiate et directe au secours de l'enfance meurtrie. Cela n'empêche pas des acteurs sociaux comme P. Verdier, inspecteur de l'action sanitaire et sociale, de penser que l'adoption correspond à un transfert de population des classes défavorisées vers des classes favorisées et qu'elle s'adresse toujours aux riches qui accueillent le fils du pauvre, et il ajoute que ce transfert est encore plus connoté au niveau international. Quelle que soit la position que l'on prend, force est de constater une demande d'adoption vers l'étranger qui explose dès les années 1970 dans la société française. Il faut dire que dans le même temps, le nombre d'enfants pouvant être adoptés en France baisse régulièrement. Un Conseil supérieur de l'adoption, CSA, est créé en 1975 sous la présidence de S. Veil, alors ministre de la Santé.
L'association Adoption sans frontières voit le jour en 1976. Pour l'association Enfance, Famille, Adoption, les enfants étrangers ont droit aux mêmes égards et à la même sécurité que les enfants français, 1980. La réflexion autour de l'adoption se poursuit. Est-ce que l'adoption d'un enfant du tiers-monde justifie son transfert? A-t-on rendu l'enfant heureux? Toujours P. Verdier qui interroge. Nous savons le prix de tout arrachement. Il s'agit donc de poser la question. Peut-on au nom de la solidarité humaine, au nom de la générosité et a fortiori de motifs moins nobles déraciner des enfants si d'autres solutions sont possibles? Certains vont plus loin dans leur critique de l'adoption d'un enfant à l'étranger, pour aider des pays en difficulté. Selon eux, cette attitude est une attitude colonialiste et intolérable. Le Monde, 6 au 7 avril 1975. Dans le même temps, les pays ressources se ferment ou s'ouvrent selon leur politique du moment et une demande de régulation des adoptions est exigée pour éviter les trafics en tout genre. L'adoption fait l'objet d'articles dans la presse qui la dénigrent à cause de ces adoptions illégales qui existent, malheureusement. Dans la Convention des droits de l'enfant, 1989, on peut lire à l'article 3, page 241, « Permettre à l'enfant d'être élevé dans sa propre famille », à l'art 18, ce qui implique une responsabilité de l'État, à l'art 20, en cas d'impossibilité, offrir une famille de substitution à un enfant doit être, sauf cas particulier, préféré à tout placement ou tout maintien à long terme dans une institution ou un orphelinat. En 1998, la France ratifie la Convention de La Haye. Elle est le 18e pays à la ratifier. Les dernières années. Le mur de Berlin est tombé en 1989. La régulation des adoptions est réalisée grâce à la Convention de La Haye. De nombreux pays sont devenus des pays qui envoient des enfants en adoption vers la France. Au seuil de l'année 2000, on estime à 27% les enfants originaires d'Asie qui sont adoptés, 27% les enfants venant d'Afrique, 26% d'Amérique latine et 20% les enfants nés en Europe. Haïti, la Chine et la Russie sont devenus les premiers pays d'adoption. Aux dernières nouvelles 2014, la Russie n'en fait plus partie. Prenant acte des mouvements homosexuels en France et de leurs revendications, la Russie a décidé d'arrêter ses adoptions vers la France, ne voulant pas d'enfants qui soient adoptés par des couples homosexuels. De nombreuses associations œuvrent toujours pour l'adoption et se sont même professionnalisées comme l'organisation Adoptants Adoptés, OAA. Il existe toujours les associations Arc-en-Ciel 49, Famille du Monde 29, Lumière des Enfants 22, Terre d'Espoir 29, Solidarité Fraternité, Agir pour l'enfant, Chemin des enfants, Rayon de soleil de l'enfant étranger, Médecins du Monde, MDM. Ces dernières associations se sont regroupées et ont créé un collectif pour l'adoption internationale, le Comité d'adoption internationale, CAI, en 2001. En 2002, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, CNAOP, est constitué. Chaque enfant adopté qui souhaite connaître les origines de ses parents biologiques a la possibilité d'y accéder grâce à cet organisme. L'on peut aussi dire que chaque association correspond plus spécifiquement avec un des pays ressources. Ainsi, l'association Pétale de Rose correspond avec la Bulgarie, l'association Grain de Riz avec le Vietnam. Aujourd'hui, en 2015, le phénomène de l'adoption internationale n'est plus aussi médiatisé. On le connaît. Il n'y a plus de contestation. Mais l'on constate une baisse des adoptions vers l'étranger. Les derniers conflits n'ont pas conduit les médias à évoquer, devant la détresse de nombreux enfants dans les conflits existants, les souhaits de parents en mal d'enfants et prêts à adopter un de ces orphelins de guerre. Il faut dire que les conflits récents sont majoritairement des conflits qui se déroulent dans la zone arabo-musulmane, Proche-Orient, et l'on sait que l'adoption y est interdite. Peut-être que la réflexion de nos contemporains fait aussi son chemin. Dans une période de crise économique majeure, les priorités ne sont plus les mêmes et changent. Enfin, la roue de l'histoire tourne et le temps joue bien son rôle de balancier. Références bibliographiques. Dennecher Y 2011, Des enfants venus de loin, à Michel. Marinopoulos S. Vallée, F. et Selnay C. 2003, Moïse, Oedipe Superman. De l'abandon à l'adoption, Paris, Fayard. 2. L'adoption dans les différentes grandes aires culturelles.
Brigitte Tison. L'adoption à l'international en France a débuté, comme on vient de le voir, surtout après la Deuxième Grande Guerre mondiale. Les adoptions vont être effectuées dans différentes grandes aires culturelles qui se répartissent à travers toute la planète. Nous allons faire un point sur ces grandes aires culturelles, pour voir comment l'adoption se fait et se vit. En effet, la question que l'on est en droit de se poser est pourquoi un pays laisse partir un certain nombre de ses enfants. Quelles raisons le poussent à accepter que d'autres pays adoptent ses natifs quitte à fermer ses frontières, lorsque des tensions s'élèvent entre lui et ces autres pays à propos de l'évolution de la société, à l'exemple de la Russie, ou pour des affaires de politique ou d'argent vis-à-vis de ces pays en demande. Nous commencerons par rappeler qu'est-ce qu'une grande aire culturelle. Il s'agit d'un ensemble géographique regroupant les sociétés dont la culture matérielle, la langue, l'organe social présentent des traits communs qui peuvent inclure nourriture, tradition, coutumes, religion. On distingue ainsi comme grandes aires culturelles l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, les pays du Proche-Orient. On pourra se demander si la culture occidentale a une autre philosophie que les autres cultures, en ce qui concerne l'adoption. De quelle culture parle-t-on ? Il nous semble utile de revenir à une des définitions de la culture, et de voir ensuite si l'adoption prend la même place dans les autres cultures que celle que lui accordent nos sociétés européennes. Le petit Larousse donne cette définition qui nous paraît suffisamment complète pour la retransmettre. La culture se définit par une action de cultiver, par un ensemble de structures sociales et de manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent le groupe, une société par rapport à une autre ou par un ensemble de convictions partagées, de manières de penser et d'agir qui orientent plus ou moins consciemment le comportement de l'individu. La culture comprend la notion du collectif qui correspond à un ensemble de normes, de valeurs, de comportements et de créations. Les normes des sociétés orientales, des sociétés du Sud diffèrent de celles de la plupart des sociétés européennes, les sociétés dites du Nord. Normes, comportements et valeurs n'ont de sens que dans une société considérée. Chaque composante fonde la culture d'une société. L'on peut constater que la composante religieuse est une des composantes incontournables dans certaines traditions. Elle a pu l'être dans nos sociétés à la période où le christianisme donnait ses directives aux politiques et pesait sur les comportements des individus, contrôle des naissances, adoption. Cette période est révolue depuis 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais dans certains pays, il n'y a pas eu une telle évolution et la religion garde une importance toujours aussi marquée. C'est le cas des pays où l'islam est proclamé religion d'État. Nous allons donc commencer notre approche par la place de l'adoption dans les pays musulmans, puis nous l'aborderons en Afrique noire, en Inde puis en Asie du Sud, en Chine, enfin en Amérique latine et en Europe de l'Est. L'adoption dans les pays musulmans. Il s'agit tout autant des sociétés arabo-musulmanes que des sociétés non arabo-musulmanes comme la Turquie, l'Iran où la population n'est pas d'origine arabe mais pratique l'islam. Ce qui fait lien entre ces sociétés, c'est justement la religion, considérée par certains comme un ciment entre elles. Dans les pays musulmans, en particulier au Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, l'enfant illégitime est rejeté, exclu de la société. Il n'a aucune existence légale. S'il a pu réchapper à l'infanticide, il est alors pris en charge par l'État, dans des pouponnières. La femme sans enfant n'a pas sa place. Dans les sociétés musulmanes, l'enfant est aimé et reconnu par tous. Mais la stérilité n'est pas admise. L'homme stérile en arabe est moqué et surnommé abtak en berbère à Senghor. La femme stérile n'a pas sa place. Ne pas avoir d'enfant est une des choses les plus terribles qui peut arriver à une femme, même dans l'imaginaire sociétal. On raconte qu'un vieillard et son épouse furent acculés au suicide n'ayant eu qu'une fille. Car il ne suffit pas de ne pas avoir d'enfant, la naissance d'une fille est vue comme une non-existence. Sans enfant, sans famille, la vie est considérée comme un échec. Le célibat est réprouvé. L'identité ne s'inscrit que dans le patrilignage auquel elle appartient. Un homme sans enfant reprendra une autre femme. Stérile, la femme retournera chez ses parents et sera privée du statut féminin admis à l'âge adulte quand elle est devenue mère. Dans une société où la fécondité représente l'honneur, la gloire, où la maternité est la vocation primordiale de la femme, où de nombreux enfants sont désirés,
objet de toutes les sollicitudes, on peut se demander comment il peut se faire que des enfants soient mis au banc de cette même société, que des femmes soient elles aussi bannies. Que disent les textes religieux? Que dit la charia? Que dit la science de la loi, la fiqh? Que dit enfin le Coran, le livre saint lui-même? La charia, la fiqh et le Coran condamnent l'adoption. L'enfant légitime est celui qui est né dans le mariage. L'enfant naturel n'a qu'à être lapidé. À la sourate 33 du Coran on peut lire « De vos enfants adoptifs, Allah n'a point fait vos fils ». Selon la charia, art 46 chevaux 5, de la filiation, et la loi numéro 84 à 11 du 9.06. 1984, dans le Code de la famille algérien, l'adoption n'est pas admise. La filiation ne se fait que d'homme à homme, de père en fils depuis l'ancêtre fondateur. Le sang paternel exclut le sang maternel. Dire à quelqu'un « fils de ta mère » est une grave injure. Car l'enfant sans père n'a aucune place dans la cité. Il n'a aucun droit, en tout cas même pas le droit à la vie. Sans père, il déshonore la famille de sa propre mère. Ce qui aboutit à une certaine tolérance à l'égard de l'infanticide. Car selon la tradition, mieux vaut sacrifier l'enfant innommable que déshonorer la famille. Autrefois, l'enfant et la mère étaient lapidés. Ce qui se produit encore de nos jours dans les pays de stricte observance de la charia, Arabie saoudite, partout où celle-ci s'impose. Une acceptation de l'enfant illégitime pouvait néanmoins avoir lieu quand la nouvelle n'avait pas été ébruitée. Il existe un recueil légal, encore appelé kafala, art 116 ch 7, qui permet de prendre bénévolement un enfant mineur pour le protéger et l'éduquer au même titre que le ferait un père pour son fils. L'enfant ne peut prendre le nom de la personne qui l'a recueilli, mais peut bénéficier d'une part de l'héritage. L'art 124 vient limiter cette offre. En effet, le père et la mère biologiques peuvent demander la réintégration de leur enfant. Situation, aujourd'hui au Maghreb islamique. Ce que l'on a pu observer ces années, c'est l'augmentation du nombre d'abandons d'enfants à la naissance dans tous les pays du Maghreb. En Tunisie, l'avortement a été légalisé, mais cela n'empêche pas que les infanticides soient toujours plus nombreux. Madame Bourguiba a pu créer en son temps l'œuvre d'adoption qui comprend des centres d'accueil, des foyers, des villages d'enfants. Dès les années 1949, en effet, les femmes tunisiennes se sont préoccupées du problème des enfants abandonnés. Le Code civil tunisien, le Magala, promulgué en 1956, complété en 1958 puis parachevé en 1959, adopte la tutelle publique, la tutelle officieuse, la kafala, l'adoption tabani, art. 8 à 16. La Tunisie rompt également avec le jus sanguinis, le droit du sang, fait exceptionnel en pays d'islam. L'adoptant peut être un homme ou une femme de bonne moralité, avec une capacité civile qui lui permet de subvenir aux besoins d'un enfant. Il faut qu'il y ait une différence d'âge de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté. L'adopté mineur, garçon ou fille, peut être étranger. L'enfant adopté prend le nom de l'adoptant et entre ainsi dans la famille à part entière. Il a les mêmes devoirs et obligations qu'un enfant légitime. Une surveillance judiciaire assure que l'évolution se fait de manière satisfaisante. En Algérie, les mères d'un enfant illégitime doivent accoucher à l'hôpital. Certaines salles leur sont réservées afin de préserver l'anonymat et de prévenir les agressions éventuelles de l'entourage qui pourraient être commis à leur encontre. Et l'enfant est recueilli par l'assistance publique algérienne, dans ses pouponnières d'État. On relève l'identité de la mère. Un contrôle social plus strict a été mis en application afin d'éviter l'abandon de ces enfants nés hors mariage. Le Code algérien art. 42 suggère qu'un enfant puisse être reconnu 6 mois après le mariage. Cela n'empêche pas les abandons aux 7 mois après le mariage. Au Maroc, selon la Moudaouana, il existe des dispositions comme la Li El Gaza, gratification inscrite dans le testament qui place le bénéficiaire au rang des héritiers sans lien de filiation. Il peut y avoir aussi la reconnaissance de paternité d'un enfant, né illégitime, à condition que le déclarant soit considéré comme un homme sain d'esprit, que l'enfant soit de filiation inconnue et que la paternité soit jugée vraisemblable, raisonnable, art 92 à 96. Qui sont ces mères qui abandonnent leur nouveau-né ?
Les mères qui donnent naissance à un enfant hors mariage n'ont le plus souvent aucun emploi. Certaines sont veuves, d'autres divorcées ou encore, leur grossesse peut faire suite à un viol, à une situation incestueuse. Beaucoup choisissent de traverser la Méditerranée pour accoucher dans l'anonymat. L'impact de l'adoption internationale. L'adoption internationale n'a guère de répercussions dans les pays du Maghreb et du Mashrek, pays du Proche-Orient, dans la mesure où, comme nous venons de l'indiquer, ces pays ont maintenu la religion à l'état de composante du politique. Or l'islam interdit l'adoption et met au banc de la société les femmes stériles et les enfants nés d'une union illégitime. Sauf pour les enfants nés en France et abandonnés par leur mère, venus du Maghreb, pour accoucher et qui peuvent en revanche bénéficier d'une adoption. Qu'en est-il dans les pays d'Afrique noire ? L'adoption en Afrique de l'Ouest est-elle une pratique courante ? L'adoption internationale a-t-elle sa place ? Le système de parenté ne peut se substituer terme à terme entre la famille occidentale et la famille africaine traditionnelle. Des notions simples comme celle de père ou de mère qui paraissent des données fondamentales de référence et d'adresse à l'intérieur du système de parenté en Occident restent approximatives dans la plupart des cas en Afrique. Épouser n'a pas le même sens dans les deux contextes. L'idée que l'on puisse confier une femme à un seul époux est inconcevable. On la confie au doyen de la maison du mari. L'individu se trouve pris non seulement dans un réseau de dépendance à l'égard du lignage, mais dans un tissu serré unissant entre eux les lignages dont il connaît les règles dès son enfance. La filiation en Afrique est patrilinéaire. Les hommes seuls sont les vecteurs de la filiation et les enfants, en cas de divorce, reviennent de droit au père et à son lignage. Les femmes ont dû quitter leur famille d'origine pour rejoindre leur époux. Elles sont des pièces rapportées dans la famille du mari. La filiation ne se fait pas à travers elles. Ce qui les met dans une situation de catégorie inférieure. En Afrique, l'ancêtre est au cœur de l'univers et toute l'organisation sociale, politique, économique est orientée vers la continuité de l'ancêtre pour assurer sa pérennité. L'importance dans la vie d'un Africain est sa survie. Ce n'est pas tant de réussir sa vie que de la prolonger. L'enfant va constituer alors un capital précieux, inaliénable. La richesse d'une famille est donc d'avoir beaucoup d'enfants, de bras pour collaborer à son existence. La femme est vue comme la donneuse de vie. Elle est le pilier de la société. Sans elle, il n'y a pas de société. La femme enceinte est l'objet de beaucoup d'attention de la part de ses proches, de la famille, des voisins, des amis. L'enfant n'est pas la propriété de sa mère ni de son père biologique. Il appartient au clan. D'ailleurs, pour son éducation, c'est la sœur aînée du père qui en est responsable. La communauté lignagère s'approprie l'enfant. Mais l'enfant est pris en charge dès sa naissance par les femmes du groupe en sorte qu'il se trouve au contact physique d'un grand nombre de personnes. Le phénomène de circulation des enfants, c'est-à-dire après le sevrage, la prise en charge par d'autres consanguins que leurs géniteurs, est un autre élément important de l'organisation des rapports entre parents et alliés. Ainsi, la femme d'un frère cadet ne peut refuser de donner une de ses filles à la sœur aînée de son mari, s'il n'a eu que des garçons. Parfois, l'impact d'une position sociale aboutira à un processus d'adoption. Ces prêts d'enfants ou dons d'enfants sont multiformes. L'Africain n'a pas de patronyme. Selon la tradition, il porte le nom d'un ancêtre que l'on dit revivre en lui. Le nouveau-né repose sur la couche de sa mère, contre elle jusqu'à l'arrivée de tous les membres du clan paternel et maternel et des amis. Une grande cérémonie a alors lieu. La mère apparaît, tenant son enfant dans les bras, le père le prend et le montre à tous comme un nouveau membre du clan. Cela a lieu en général vers le 4e ou 5e jour après la naissance. Le grand-père paternel ou s'il est décédé, un oncle ou un frère aîné du père dit « Tu te nommeras un tel ou une telle », et comme lui ou elle, tu auras telle ou telle qualité de l'ancêtre ainsi honoré. Cet ancêtre protégera désormais l'enfant. S'il est malade ou qu'une catastrophe survient, on pensera avoir mécontenté les mânes de cet ancêtre. Selon la tradition, la croyance animiste, ce sont les mânes des ancêtres qui, satisfaits ou mécontents, comblent la communauté de bienfaits ou l'accablent de malheur. La stérilité, là encore, est considérée comme une calamité, un sort jeté par les mauvais esprits. Les effets des changements sur la société africaine.
La transformation de la société s'est fortement accélérée ces dernières décennies. Cela n'a pas été sans conséquence sur les modes de vie et la place de chacun dans le tissu social traditionnel. On est passé d'un paysage rural à un paysage urbain, avec tous les effets produits par la mondialisation. L'autorité des anciens s'en est trouvée affaiblie. La cohésion du groupe et le contrôle des mœurs ont baissé. Les jeunes livrés à eux-mêmes n'ont plus gardé le respect dû aux anciens. Les filles sont devenues plus libres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.